Bonjour à tous, merci pour l'invitation à ce workshop. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo particulier nommé Beholder qui propose aux joueurs une expérience du côté de l'oppresseur, du côté de l'État totalitaire. Clément Dessy et Valérie Stiénon, dans leur ouvrage datant de 2015 de Bévue du futur, expliquent que les peurs liées à la fin du monde, les peurs liées à la fin du monde ont trouvé leur public en ayant recours à des supports et des genres variés, en s'hybridant à la fiction, celle des littératures populaires, jeunesse notamment, et en investissant la production audiovisuelle et cinématographique. Ce à quoi j'ajouterais que depuis environ 4 décennies, 2 plus particulièrement, les développeurs de jeux vidéo se sont emparés aussi des thèmes de la dystopie et des mondes post-apocalyptiques. À travers l'immersion que propose Beholder, le joueur sera plongé directement dans un monde dystopique du côté, on va dire, des mauvais, des méchants. Ce qui est assez particulier puisque d'habitude les jeux vidéo ne proposent pas ce type d'expérience, elles sont plutôt du côté des personnes oppressées, du côté des victimes ou des civils entre guillemets plutôt neutres qui n'ont pas choisi de camp et qui subissent l'oppression. Et aussi dans Beholder, le joueur sera directement un maillon de la chaîne puisqu'il est un employé du gouvernement corrompu et il devra faire subir à des civils des pressions et des oppressions également. Entre obéissance, morale, légalité et humanité, comment Beholder fait vivre aux joueurs une expérience à l'intérieur même de la dystopie où lui aussi a une responsabilité, puisqu'on le verra par la suite, mais Beholder est un jeu extrêmement basé sur le choix. Le joueur aura toujours le choix de faire une action ou non. Il devra juste, dans tous les cas, assumer les conséquences suite à ses choix. Donc le jeu que nous allons étudier aujourd'hui, Beholder, est un jeu sorti en 2016 par le studio Warm Lamp Studio, ou Games, qui est situé en Sibérie, bien que certains de ses membres soient situés dans toute l'Europe du Nord. C'est un tout petit studio d'environ une dizaine de personnes et c'est leur première œuvre, leur premier jeu. Donc pour résumer rapidement l'histoire, vous êtes un gardien d'immeuble, un concierge, fraîchement promu par le gouvernement suite à l'arrestation et à l'incarcération de votre prédécesseur qui n'a pas rempli ses devoirs envers le gouvernement. Le gouvernement vous donne l'ordre absolu d'espionner chacun de vos locataires et de collecter des données sur eux. Ici, vous voyez le bâtiment que vous allez devoir gérer avec une foule de personnes devant. Pour espionner et collecter les données, vous aurez à votre disposition des caméras de surveillance que vous devrez acheter et installer à l'insu des locataires quand ils ne sont pas là. Vous devrez aussi, si vous ne pouvez pas acheter les caméras de surveillance, les espionner, comme on peut le voir ici sur cette image avec le personnage qui regarde par le trou de la serrure pour voir ce que font les locataires, mais aussi pour vérifier si personne n'est là, afin de pouvoir fouiller dans leurs affaires, car vous êtes régulièrement invités, voire même sommés d'accomplir cela. Vous pouvez aussi leur faire du chantage. Leurs faits et gestes ne doivent en aucun cas échapper au gouvernement pour lequel l'intimité n'est désormais plus un droit. Également, afin d'être sûr que vous puissiez remplir parfaitement votre mission d'espionnage, le gouvernement vous a injecté une drogue qui fera que vous n'avez plus besoin de dormir. Vous serez constamment éveillé. Et donc pendant que vos locataires dorment, vous veillez sur eux constamment. Dans cette aventure, votre famille vous accompagne, vous vivez dans les sous-bassements de l'immeuble et vous devrez veiller sur eux, vous occuper d'eux, mais également les surveiller au même titre que tous les autres locataires de l'immeuble. Et maintenant, nous allons regarder le teaser de ce jeu. Now
pour le teaser qui montre l'esprit global du jeu. Cependant, il ne montre pas les phases de gameplay, donc les phases où le joueur va interagir avec les personnages et contrôler le héros. Et pour ça, je propose de regarder rapidement le trailer du jeu. Donc comme ça, vous avez globalement les images du jeu. Vous voyez un peu comment le jeu peut se dérouler. En ce qui concerne l'esthétique du jeu, vous avez pu rapidement le voir, on est sur une esthétique très sombre. Le bâtiment, lui, est composé de nuances de marron, principalement. On est aussi sur des nuances de gris et de noir pour l'environnement, car c'est une ville très industrielle. Finalement, c'est un environnement très morose, où il n'y a que très peu de couleurs. Ce sont des chartes de couleurs que l'on peut finalement retrouver assez régulièrement dans la peinture représentant des sociétés dystopiques. Ici, la peinture de Brian D'Acosta, Elevation from Dystopia, de 2011, où on a un ciel assez morose, qui pourrait être un ciel assez industriel, qui contraste avec des bâtiments plutôt dans les tons marrons, voire orangés. Et juste à côté, Everything Must Fall, de G. Edward Neil, où là, on a de nouveau du marron, du noir et un ciel assez morose, mais lui basé sur le marron. Et par rapport au ciel de nouveau, dans Dystopian Landscape 1 de Lyndon Millinson, fini en 2016, on a de nouveau un ciel très gris, très nuageux et très morose, assez informe finalement. Et dans le jeu, si on prête attention à l'importance de la couleur, on remarque très rapidement que tous les objets colorés sont interdits par le gouvernement. Les objets interdits par le gouvernement tout au long de l'aventure sont des objets qui permettent de s'émanciper intellectuellement, des livres étrangers, des musiques étrangères également, mais surtout des objets colorés. Les pommes rouges sont interdites, les pommes vertes sont interdites, les cravates bleues, les pulls violets, etc. Donc tout ce qui a un rapport avec une couleur différente des nuances de marron, du gris et du noir sont bannies et proscrites. Comme vous avez pu le voir aussi, les personnages ne sont que des ombres. Ils sont identifiables de par leur forme et de par leurs accessoires qui, eux, sont en blanc. Ils n'ont plus de visage, ils sont complètement déshumanisés. Et aussi, ils n'émettent que des petits sons, ils ne parlent pas du tout.
Et comme le souligne de nouveau De-Sy et Stiénon dans Bévue du futur, l'illustration est cruciale dans le dispositif dystopique. L'image souligne, rythme, confirme et amplifie la dynamique du récit et les saillances du discours. Et c'est particulièrement présent dans les jeux vidéo dystopiques, surtout ici dans Beholder. Aussi, la particularité de Beholder, comme je le disais, est de proposer une expérience différente puisqu'on n'est pas du côté des justes. Par exemple, dans Mirror Age, un jeu dans une autre société dystopique, produit par le studio DICE, un studio suédois, sorti en 2008, met en avant une héroïne qui s'appelle Faith Connor, qui, dans une ville nommée Le Miroir, où la liberté d'expression et de parole est totalement bannie, fait partie d'un groupe qui s'appelle les Messagers et qui délivre des messages libres entre les personnes. Elle risque sa vie tous les jours afin de livrer ces messages-là. Et dans le jeu, elle sera obligée de se dresser contre des membres corrompus du gouvernement qui iront jusqu'à accuser sa sœur d'un crime qu'elle n'a pas commis, un crime politique. Donc là, le joueur incarne finalement une justicière malgré elle, qui tout de même prenait des risques dès le début contre cette société. Et dans les jeux très connus dystopiques, il y a BioShock, sorti en 2007, du studio 2K Boston et 2K Australia. Il s'agit d'une trilogie. Et dans ce jeu, on va incarner le survivant d'un crash aérien, le seul survivant d'ailleurs, qui, après sa chute sur une île, découvrira une cité dystopique, nommée Rapture. Le crash a lieu dans les années 60 et cette cité a été construite juste avant la guerre froide, dans les années 50, et elle a fini en quelques années à courir à sa propre perte, de par l'absence d'éthique, l'absence de règles et de limites posées aux individus dans cette cité. À savoir que le créateur de Rapture, qui était un milliardaire, voulait créer cette ville uniquement pour l'élite de la population, et qu'il présentait sa cité, bien évidemment, comme une utopie absolue pour ses génies et toute cette élite nationale. Et c'est de nouveau De-Sy et Stiénon qui soulignent que le meilleur et le pire des mondes seraient par essence identiques, puisque tout système de signes peut être renversé en son contraire, et que l'interprétation dépend du regard porté sur la cité ou sur l'organisation collective considérée. Dans Beholder, pour le gouvernement et le ministère, il s'agit du meilleur des mondes possibles. Mais quand on regarde la vie des locataires et ce que donne à voir le jeu, on se rend compte très vite que c'est totalement une dystopie. Par rapport au déroulement du jeu, très rapidement, le jeu montre aux joueurs que cette société est un État absolument totalitaire et liberticide, où les élections, par exemple, ne sont qu'une mascarade. Vous pouvez le voir sur ce petit formulaire. Il s'agit du courrier pour les locataires. C'est un bulletin de vote où il est marqué « Nous avons déjà fait le choix pour vous. Vous n'avez pas besoin de choisir pour qui voter, puisqu'il y a une élection, oui, mais une seule personne s'y présente. Et le bulletin est déjà validé. » Vous avez également des coupures de presse régulièrement dans votre boîte aux lettres, mais aussi des messages clandestins de la résistance. On trouve ici, par exemple, un tract qui stipule qu'il est désormais interdit de consommer, on va dire, de la littérature étrangère, et qui explique que c'est pour maintenir l'unité nationale. Vous trouvez aussi des nouvelles qui expliquent que finalement, ce qui semblait être un attentat au théâtre n'en est pas un, il s'agit d'un bête accident. Mais la résistance, elle, va expliquer que non, il s'agit d'un attentat qu'il revendique, etc. Et on a régulièrement ce type de courrier à disposition du joueur. Et tout au long du jeu, le joueur doit suivre les directives de l'État. Ici, l'État est souvent représenté par un attaché du cabinet ministériel qui explique ici « Souvenez-vous de ceci, vous et moi servons notre grande patrie et le respect des directives et des ordres du ministère sont notre pain, notre eau et notre air. » Si jamais le joueur répond à toutes les attentes et répond parfaitement aux attentes du ministère, il sera dûment récompensé. Il aura des grosses sommes d'argent en cas de grosses prises, de grosses découvertes, des sommes un peu moindres en cas de dénonciation de petits délits, par exemple posséder une cravate bleue,
est moins importante que faire partie de la résistance, bien sûr. Et pour les petites informations collectées, par exemple établir le profil d'un locataire en fouillant ses affaires, est récompensé par environ une centaine de dollars, on va dire, ce qui est une somme assez moindre comparée à celle qu'on peut avoir. Pour continuer sur cette conversation, l'attaché ministériel explique que parfois le ministère peut fermer les yeux sur des contrefaçons ou du chantage si ça vous permet d'atteindre des objectifs. Il faut toutefois que ce soit des objectifs qui servent directement à la cause de l'État. Et aussi, cette phrase est particulièrement frappante puisqu'elle apparaît dès la première minute du jeu. De nombreux citoyens continuent à penser que leur vie privée ne concerne qu'eux, ce qui, bien évidemment, n'est pas du tout ce qui n'est évidemment pas le cas dans ce monde dystopique comme on l'a vu avant. Et ce jeu place le joueur dans un monde qui finalement pourrait exister, un monde très proche du nôtre. À part le régime totalitaire, absolument tout pourrait paraître réel. Le fait de mener une vie ordinaire dans son appartement, en lisant des livres, en écoutant de la musique, en discutant avec ses voisins, en allant faire ses courses, en partant au travail chaque matin, etc. C'est un monde qui finalement est familier pour le joueur, avec un quotidien proche du sien. Et de nouveau, Deci et Stiénon soulignent que la dystopie peut être envisagée comme une vision désidéalisée, généralement, mais pas exclusivement, future du sort d'une communauté donnée, dès lors comprise comme une projection. Qu'elle convoque ou non des thèmes futuristes, qu'elle fasse intervenir la science, le régime totalitaire, les intempéries climatiques ou d'autres prétextes cataclysmiques, son principal invariant semble être l'attention portée à une communauté, à un groupe humain dont les dimensions maximales peuvent être planétaires. Et si l'attention sera centrée exclusivement sur ce groupe d'humains, on ne bougera jamais de cette maison, on sera centré exclusivement sur leur vie et leurs faits et gestes. Et la nuance que j'apporterai, c'est que effectivement, les tâches sont quotidiennes, la vie reste quotidienne dans ce monde-là, mais elles ont toutes ici une consonance beaucoup plus grave, car souvent ces actes anodins peuvent être passibles d'amende, ou dans une dimension encore plus sombre, c'est une question de vie ou de mort. Si on nous surprend avec un livre interdit, notamment des livres philosophiques ou des livres historiques, la police vient arrêter le locataire et le locataire sera bien évidemment exécuté après son arrestation. Donc ici, la moindre petite chose anodine du quotidien peut avoir un impact énorme. Aussi, par rapport aux tâches quotidiennes du personnage contrôlé, donc du locataire, si les factures ne sont pas payées ou s'il ne répond pas immédiatement à un coup de fil du ministère, sa vie peut être mise en danger, ou alors celle de sa famille, de sa petite fille, de son fils adolescent ou de sa femme. On se rend compte rapidement que même du côté oppresseur, la stabilité dans la vie n'est pas de mise, ce n'est pas du tout un acquis. Le moindre faux pas de trop peut conduire le personnage à un emprisonnement, que ce soit lui, un membre de sa famille ou toute sa famille. Et par ce biais, le stress et la pression sont particulièrement mis en avant dans le jeu, dans le processus de gameplay vécu par le joueur. Le temps s'écoule, vous pouvez le voir tout en haut, on voit une petite horloge avec la date. Donc le temps a une importance extrême dans ce jeu. Vous disposez en général de peu de temps pour remplir des missions confiées par le ministère ou par vos locataires ou par votre famille. Donc vous avez plusieurs missions simultanées et si vous ne les remplissez pas à temps, quelque chose peut vous arriver, de grave ou non, pour le coup. Et je trouve que c'est une très bonne mise en abîme de ce que ressent le personnage à ce moment-là, puisque de la même façon que le personnage a plusieurs tâches importantes à accomplir en même temps, le joueur a plusieurs tâches importantes à accomplir en même temps, et si par exemple il oublie de payer les factures, la police viendra l'arrêter. Et donc la partie, bien évidemment, s'arrêtera là pour le joueur. Ou s'il omet de décrocher le téléphone, il peut avoir soit une amende, soit un avertissement, soit être arrêté également. Et ici, c'est un point important car la dystopie interroge essentiellement le lien social dans Bévue du futur. Elle propose une vision du monde, la met en abîme et touche ainsi directement à l'imaginaire social et à ses représentations, car c'est là, ici, l'essence même de cette narration. Que faire des relations humaines face aux directives imposées par l'employeur du personnage, qui est directement l'État ?
Une interrogation très très importante ici est l'opposition entre la loi et la morale, ou plutôt le devoir et la morale. Et cette question intervient y compris dans l'espace privé du personnage, puisque son fils rejoindra la résistance, et selon les choix que le personnage a fait, son fils pourra trouver la mort dans cette lutte. Également, la petite fille du joueur, ou plutôt du personnage incarné, tombe gravement malade, sauf que les médicaments et les soins qu'on devrait lui prodiguer pour lui sauver la vie sont interdits par l'État, et s'il passe par le marché noir, il coûte extrêmement cher. L'argent est très dur à obtenir en quantité suffisante pour soigner sa petite fille. Donc la question se pose aux joueurs à ce moment-là, par exemple, est-ce que je dénonce des gens pour obtenir de l'argent, quand bien même ce sont des gens innocents, pour sauver ma fille, ou est-ce que je laisse ma fille mourir pour rester une personne respectable, on va dire. Également, une des questions est comment maintenir un climat social chaleureux dans un monde de privation qui s'enchaîne de jour en jour, puisque c'est un état dystopique. Il y a des tickets de rationnement, il y a des privations excessives. Aussi, on l'a vu, mais dois-je dénoncer une personne innocente parce qu'on me l'ordonne? À un moment donné, le joueur est sommé de dénoncer quelqu'un. On lui demande de trouver n'importe quelle preuve pour le faire emprisonner. Et indirectement, on incite donc le joueur à placer un objet illégal à l'insu du locataire, et donc de le faire arrêter finalement pour un crime qu'il n'a même pas commis. Aussi, à un moment donné, le gouvernement incitera le locataire à fermer les yeux sur les délits d'une autre personne, puisque cette personne est directement en lien avec le ministère, mais beaucoup plus haut placé que le personnage incarné. Et donc là, finalement, l'état absolu qui demande à ce que tout soit sous contrôle et tout soit réprimé, là, explique au locataire que non, finalement, là, c'est autorisé, ce n'est pas grave, puisque c'est un ami du gouvernement. Voici un des choix possibles dans les dialogues. On peut répondre à toutes ces directives juste après, je ferai de mon mieux, ou ce n'est pas ce que j'attendais de ce travail. Et là, vous avez un exemple d'arrestation. La police est venue chercher une jeune femme dans son logement, elle est passée à tabac. Et ici, vous avez l'arrestation, idem, d'un homme qui fabriquait de la fausse monnaie. Tout au long du jeu, vous avez donc une multitude de choix possibles. Vous pouvez trahir ou non le gouvernement, vous pouvez rejoindre ou non la résistance, ou juste essayer de mener votre vie comme vous le pouvez finalement. Mais le joueur est toujours rattrapé finalement par une certaine fatalité dans cette histoire. Il n'est qu'un pion sur un vaste échiquier, et ce fait lui a rappelé très régulièrement, notamment par les membres du gouvernement et du ministère, qui lui expliquent que finalement, s'il ne fait pas une tâche, quelqu'un d'autre prendra sa place et la réalisera. Et c'est ce qui s'est passé au début du jeu, où on a assisté à l'arrestation du prédécesseur. Et quand bien même il rejoint la résistance dans le jeu, la résistance lui expliquera que même s'il y a des pertes humaines pour aboutir à une révolution réussie, et là je cite, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc littéralement, si des gens meurent dans ce processus, c'est un mal nécessaire. Donc dans tous les cas, ce personnage finalement est sacrifiable aux yeux de tous résistants comme gouvernement ou locataires si cela leur permet de sauver leur vie. On a aussi dans ce jeu plusieurs fins possibles, bien évidemment, en fonction de nos choix et de l'impact qu'on a eu sur la vie de certains personnages. Vous avez ici un exemple de fin. Là, il s'agit de la femme du locataire, Anna, qui est morte. La petite fille peut mourir aussi. Le garçon peut mourir aussi en se sacrifiant pour sa cause. Vous pouvez aussi avoir une révolution qui a échoué, une révolution qui a abouti. Vous pouvez aussi avoir une situation tout bonnement inchangée. La dystopie reste la même et vous menez votre vie comme avant. Le bâtiment peut aussi exploser suite à un attentat. Et donc là, tout le monde trouve la mort, mais l'attentat sera étouffé par la presse. On présentera ça comme un accident domestique. Vous aurez aussi la possibilité de fuir à l'étranger, ce qui sera extrêmement dangereux, extrêmement coûteux pour la famille. Et si jamais le joueur a fait le choix d'être un parfait agent du gouvernement et de remplir à la lettre toutes ses obligations, il débloque alors une fin assez particulière que je vais vous montrer.
Carl's remarkable determination and loyalty to his job was well rewarded. The state had finally found its ideal employee, one with no doubt, remorse, or attachments. Carl was chosen to become the golden standard of citizenship in a new cloning experiment, and before long, thousands of duplicate Carls started their jobs. The original Carl died in the process, but no one cried for him because there was no place for regret in the wonderful future of the great state. Only happiness, always hardcore. Donc voilà, si vous avez rempli toutes vos missions et que le gouvernement vous félicite, il vous propose une sorte de promotion finalement et vous serez cloné, mais comme vous l'avez vu, Carl, le héros, mourra dans le processus et ce n'est pas grave puisqu'on a obtenu des centaines de milliers de Carl à la place. Donc là, de nouveau, quand bien même vous avez été l'agent idéal, vous serez sacrifié car vous n'êtes qu'un petit engrenage dans un vaste mécanisme. Et un petit engrenage peut être changé. Tout au long du jeu, on a un questionnement sur le rôle de chacun, sur l'impact des actions individuelles, aussi petites soient-elles finalement, sur le fait d'être une pièce remplaçable, mais de pouvoir tout de même, quelque part, agir, même de manière infime, et ce, dans les deux sens, que l'on choisisse un camp ou non. Chaque petite action peut mener finalement à l'une des fins possibles du jeu, et au sauvetage d'une personne ou à son arrestation. Et la narration par le choix, la narration par l'image et la narration également par le son, par les personnes qui se font arrêter, par les personnes qui pleurent, etc., a lieu tout au long de cette aventure, tissant des liens étroits entre le représentable et le pensable, cherchant à cerner un non encore présent qui pourrait s'avérer déjà là. La fiction conjecturale qui compose l'anticipation ne se déploie pas uniquement sur le mode verbal que tendent à lui assigner les études littéraires, elle dégage aussi un important traitement visuel qui se réalise en mots et en images. Il s'agit de nouveau d'un extrait de Bévue du futur qui là je trouve s'applique parfaitement aux jeux vidéo puisque on a un mélange dans ce jeu entre le texte, l'image et le son. Le joueur doit agir, il doit prendre des décisions, il n'a pas le choix. Il doit prendre part au mécanisme du vaste engrenage qu'est cette dystopie.